Bienvenue dans Dossier Noir. Je suis Nicolas et je vous invite à découvrir une affaire qui a marqué l'histoire criminelle. Installez-vous, baissez les lumières et ouvrons le dossier. Aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire de Ted Bundy. Charismatique, intelligent et apprécié de son entourage, il incarnait l'image du jeune homme sans histoire. Pourtant, derrière cette apparence, se cachait l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres des États-Unis. Chapitre 1. Une enfance entourée de secrets. Ted Bundy naît le 24 novembre 1946 à Burlington, dans le Vermont. Dès sa naissance, son histoire est entourée de mystères. Pendant plusieurs années, il grandit en croyant que ses grands-parents sont ses parents et que sa mère est en réalité sa sœur. Cette vérité ne lui sera révélée que plus tard. En 1951, sa mère s'installe avec lui dans l'État de Washington, où elle se marie peu après. Bundy reçoit le nom de son beau-père, mais il semble ne jamais vraiment trouver sa place au sein de cette nouvelle famille. À l'école, il est décrit comme discret, intelligent et réservé. Rien ne laisse présager le destin qui l'attend. Chapitre 2. Un étudiant prometteur. Dans les années 1960, Bundy poursuit des études universitaires. Il s'intéresse à la psychologie, puis au droit. Il s'engage également en politique, participe à des campagnes électorales et travaille même dans une ligne téléphonique d'aide aux personnes en détresse. Tous ceux qui le côtoient décrivent un homme poli, cultivé et particulièrement charismatique. Cette image jouera un rôle essentiel dans la suite de son histoire. Chapitre 3. Le mode opératoire de Ted Bundy. Ce qui rendait Ted Bundy particulièrement dangereux, ce n'était pas la force, c'était sa capacité à manipuler. Contrairement à beaucoup de tueurs en série qui attaquent dans l'impulsivité, Bundy préparait souvent ses approches avec une grande précision. Il choisissait généralement de jeunes femmes qui lui rappelaient un même profil physique, cheveux longs, souvent bruns, séparés par une raie au milieu. Pour gagner leur confiance, il jouait un rôle. Parfois, il simulait une blessure en portant un plâtre au bras ou à la jambe. D'autres fois, il se présentait comme un étudiant, un policier ou demandait simplement de l'aide pour charger un objet dans sa voiture. Son apparence soignée, son sourire et son aisance à parler inspiraient confiance. Beaucoup de témoins l'ont décrit comme un homme poli, calme et charismatique. Lorsque la victime acceptait de l'aider, il profitait de cet instant où sa vigilance baissait pour la maîtriser rapidement. Les enquêteurs ont établi qu'il utilisait ensuite des moyens de contention pour empêcher toute fuite. Une fois le crime commis, Bundy faisait souvent disparaître les preuves en transportant les corps dans des zones boisées ou isolées, parfois situées à plusieurs kilomètres des lieux d'enlèvement. Il connaissait parfaitement certains chemins reculés et revenait parfois sur les scènes plusieurs jours plus tard, afin de vérifier que personne n'avait découvert les victimes. Ce comportement a profondément marqué les enquêteurs et les psychiatres, qui y voyaient le signe d'un besoin de conserver un contrôle total sur ses crimes. Son mode opératoire évolua également avec le temps. À mesure que les médias diffusaient son portrait robot et que la police renforçait ses recherches, Bundy prit davantage de risques. Ses attaques devinrent moins discrètes et plus audacieuses. L'exemple le plus frappant reste l'agression de la résidence universitaire de Chi Omega, en Floride, en janvier 1978. En l'espace de quelques minutes, il s'introduisit dans le bâtiment et s'en prit à plusieurs étudiantes avant de prendre la fuite. Cette attaque marqua une rupture avec sa manière habituelle d'agir et démontra que son sentiment d'impunité avait fini par l'emporter sur toute prudence. Avec le recul, les enquêteurs considèrent que la véritable arme de Ted Bundy n'était ni un objet, ni sa force physique. C'était sa capacité à inspirer confiance. Et c'est précisément ce qui a rendu ses crimes si difficiles à prévenir. Chapitre 4. Une enquête compliquée. Les enquêtes sont menées séparément par différentes juridictions. Les échanges d'informations entre services de police restent limités. Peu à peu, plusieurs enquêteurs remarquent pourtant des similitudes entre les affaires. Le nom de Ted Bundy apparaît dans plusieurs témoignages. Mais il semble si sympathique, si bien intégré, que beaucoup ont du mal à croire qu'il puisse être impliqué. Cette apparence respectable retarde considérablement les investigations.
Chapitre 5. Une première arrestation. En août 1975, un policier de l'Utah contrôle la voiture de Bundy. À l'intérieur du véhicule, plusieurs objets inhabituels attirent son attention. Bien qu'aucune preuve directe ne permette encore de l'accuser des disparitions, Bundy devient rapidement le principal suspect. Les enquêteurs rassemblent progressivement des témoignages et des éléments matériels. En 1976, il est condamné pour l'enlèvement d'une jeune femme. Mais cette condamnation n'est que le début. Chapitre 6. Les évasions. Alors qu'il attend son procès pour d'autres affaires, Bundy réussit un exploit inattendu. En juin 1977, il s'évade d'un tribunal du Colorado en sautant par une fenêtre. Il est rapidement retrouvé. Quelques mois plus tard, il parvient pourtant à s'échapper une seconde fois, cette fois en profitant d'une faille dans la prison où il est détenu. Après plusieurs jours de cavale, il rejoint la Floride. Cette double évasion contribuera à faire de lui l'un des fugitifs les plus recherchés du pays. Chapitre 7. L'arrestation définitive. En février 1978, Bundy est arrêté à Pensacola, en Floride, après un simple contrôle de police. Cette fois, les enquêteurs disposent de davantage de preuves. Les analyses dentaires, les témoignages et de nombreux éléments recueillis au fil des enquêtes permettent progressivement de relier Bundy à plusieurs crimes commis dans différents États. Les dossiers jusque-là dispersés commencent enfin à former un tout cohérent. Chapitre 8. Un procès hors norme. Le procès de Ted Bundy devient un véritable phénomène médiatique. Fait rare, il assure lui-même une partie de sa défense. Son intelligence, son aisance à l'oral et son comportement parfois théâtral attirent des milliers de curieux. Les audiences sont retransmises à la télévision, transformant le procès en événement national. Malgré ses tentatives pour convaincre le jury, les preuves sont accablantes. Bundy est reconnu coupable et condamné à la peine capitale. Chapitre 9. Les derniers aveux. Pendant plusieurs années, Bundy continue de nier une grande partie des faits. À l'approche de son exécution, il accepte finalement de parler avec les enquêteurs. Il reconnaît avoir tué de nombreuses jeunes femmes, sans que le nombre exact de victimes puisse être établi avec certitude. Il évoque également certains aspects de sa personnalité et tente d'expliquer son parcours, sans jamais fournir toutes les réponses que les familles attendaient. Aujourd'hui encore, plusieurs zones d'ombre subsistent. Quelques heures avant son exécution, Ted Bundy a reconnu le meurtre de 30 jeunes femmes. Pourtant, de nombreux enquêteurs estiment que ce chiffre est inférieur à la réalité. Le nombre exact de ces victimes ne sera sans doute jamais connu, mais plusieurs spécialistes avancent qu'il pourrait avoir fait entre 35 et 40 victimes, voire davantage. Chapitre 10. Un héritage criminel. Le 24 janvier 1989, Ted Bundy est exécuté sur la chaise électrique en Floride. Son affaire a profondément transformé les méthodes d'enquête américaines. Elle a notamment montré l'importance de la coopération entre les différents services de police et du partage des informations entre États. Elle rappelle également qu'un criminel peut parfaitement donner l'image d'une personne cultivée, sociable et digne de confiance. Les apparences, une fois encore, peuvent être trompeuses. Conclusion. L'affaire Ted Bundy demeure l'une des plus marquantes de l'histoire criminelle moderne. Elle fascine autant qu'elle interroge, non seulement par les crimes eux-mêmes, mais aussi par la personnalité de leur auteur. Elle nous rappelle qu'une image irréprochable ne reflète pas toujours la réalité, et que la vigilance, le travail des enquêteurs et les progrès de la science sont essentiels pour faire émerger la vérité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à partager votre avis et à proposer une prochaine affaire que vous aimeriez découvrir. À bientôt pour un nouvel épisode consacré à une autre grande affaire criminelle.